Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui on va revenir sur l'histoire du petit Grégory qui est une histoire qui est quand même assez connue en France mais en fait il s'est passé des choses récemment et du coup on s'est dit qu'on allait vous faire un gros résumé de cette histoire et en même temps vous parler des choses qui sont d'actualité. Donc si la vidéo vous intéresse, restez là. Pour présenter les protagonistes de cette histoire, Jean-Marie Villemain est né le 30 septembre 1958 à Aumouzet dans les Vosges. Il est le troisième fils de Albert et Monique Villemain. À 16 ans, alors qu'il n'a aucun diplôme, il devient ouvrier à l'usine Autocoussin de la Chapelle de Vambruyères. Il va changer d'entreprise et rejoindre son père et ses frères, où il va adhérer à la CGT mais il va se faire licencier suite à une grève et retourner à son poste qu'il avait au préalable. Il rencontrera sa femme, Christine, lors d'une promenade en 1976. Ensuite, il va partir faire son service militaire à Charleville-Mézières. En 1978, il va être affecté à un poste qui sera très prisé dans un laboratoire, puis il sera désigné contremaître au mérite en 1981. Pendant ce temps, en 1979, il va épouser Christine, du coup sa femme. Christine, elle, née Christine Blaise avant de devenir Villemain, elle est née à Petit-Mont en Meurthe-et-Moselle en 1960. Christine est couturière et elle travaillera à la MCV qui est en fait la manufacture de confection vosgienne. Jean-Marie et Christine auront un enfant qui du coup s'appelle Grégory et qui est né le 24 août 1980. Et après l'accouchement, ils emménageront tous dans une maison qu'ils auront fait construire dans un village. Dans un village à l'Épanche-sur-Vologne, c'est juste à côté de Granges-sur-Vologne. Il est vosgien, c'est pour ça qu'il s'est Oui, c'est à 12 km de chez moi. Leur position sociale, qui du coup sera devenue supérieure à ce qu'ils étaient, va susciter beaucoup de jalousie vu qu'à la base, Jean-Marie n'était qu'un ouvrier. Jean-Marie et Christine, âgés de 24 et 26 ans au moment des faits, vont vivre un terrible calvaire qui dure depuis maintenant 36 ans. Le 16 octobre 1984, vers 16h55, Christine quitte son boulot et va comme d'habitude chercher son fils Grégory chez la nourrice avant de le ramener à la maison. Elle va donc le ramener à la maison et le laissera jouer devant, comme d'habitude, devant la maison sur un petit tas de gravier, pendant qu'elle va rentrer chez elle et va faire du repassage. Pendant qu'il joue tranquillement, elle fait son repassage et vers 17h20 à peu près, elle va sortir de la maison pour appeler Grégory, sauf qu'elle ne le reverra jamais. Elle va donc prendre la voiture et faire un tour en se disant que peut-être qu'il a voulu repartir chez sa nourrice ou il y est parti avec des copains. Bref, elle ne s'imagine pas du tout le calvaire qu'elle va endurer à partir de ce moment-là. Elle va donc chercher son fils, voir des voisins, demander s'ils l'ont pas vu, etc. Mais rien, que dalle. C'est alors que vers 17h50, elle va appeler la police pour signaler la disparition du petit Grégory. Environ 4 heures plus tard, vers 21h15, le corps du petit Grégory sera repêché inerte dans la Vologne. Il faut savoir que la Vologne, c'est une rivière qui passe dans les Vosges, un peu comme le Doubs ou la Seine, enfin peu importe. Il sera donc repêché dans la Vologne, à Docelles, à environ 7 km du domicile parental. Le pauvre petit Grégory a donc été retrouvé inerte, mort, avec les pieds et les poings liés par une cordelette ainsi qu'un bonnet qui recouvre son visage. Le corps sans vie de Grégory ne présente aucune trace de violence et la photo publiée de son corps se faisant repêcher va faire partie d'une longue série d'erreurs judiciaires. Il faut savoir que 30 minutes après les faits, soit vers 17h30 environ, l'oncle de Grégory, Michel Villemain, sera prévenu du meurtre par celui qu'on appellera le corbeau. Et voici ce qui a été dit durant l'appel. Je te téléphone car cela ne répond pas à côté. Je me suis vengé du chef et j'ai kidnappé son fils. Je l'ai étranglé et je l'ai jeté à la Vologne. Sa mère est en train de le rechercher, mais elle ne le retrouvera pas. Ma vengeance est faite. Mais du coup, qui est ce fameux corbeau? Il faut savoir qu'entre 1981 et 1983, ce corbeau passera des centaines d'appels à la famille Villemain, dont parfois même 27 en une seule journée. Et qui c'est, tu vois? Qui? Oui.
c'est? C'est moi? C'est toi aller chercher. J'ai téléphoné. Il y a que toi qui es au courant. Mais... C'est à toi d'aller chercher. Ah bon? Ben, tu sais, je veux pas me casser la tête là-dessus, hein. Si tu me disais qui c'était encore. Et tu pourras pas en parler à ta mère. Parce que t'as pas peur. Il y a qu'elle qui enregistre. Alors, si tu lui en parles, elle va croire que tu racontes des conneries. Ben, je veux Tu même... seras mis de côté aussi. Ben, je veux même pas lui... je veux même pas lui en parler, hein. Tu sais, si tu me disais un coup qui c'était, je pourrais encore dire des noms, mais des conneries pareilles... Pourtant, il lui ressemble. C'est le grand, c'est le bâtard. Oui. L'autre aussi, c'en est un. Et c'est du même Thiébo. C'est du même Thiébo. Ben, dis-moi voir qui c'est, donc. Gilbert? C'est celle-ci, c'est la dernière fois pour tout le monde que je vais voir. Et puis... Et voici pourquoi je vous ai pêché pendant 2 ans. Oui. Il n'y a pas de raison que le grand prenne toujours. On le met toujours de côté. Et une chose que je... L'ensemble de la famille recevra ces appels, mais surtout Jean-Marie Villemain et sa femme Christine, ainsi que le père de Jean-Marie. En plus de ça, ce fameux corbeau semble très bien connaître la famille, étant donné qu'il va raconter tout le temps des anecdotes, et plein d'anecdotes en fait, quand il les appellera, et des petites choses que seule la famille peut savoir. Par exemple, lors d'un appel à Michel Villemain, le frère de Jean-Marie, il dira « On a été copains, on a même fait des javas ensemble, je te connais très bien ». Le corbeau appellera Jean-Marie Villemain chef à cause de son travail de contremaître et dira aussi qu'il ne peut pas se blairer les chefs. Une plainte contre ce corbeau est donc déposée en décembre 1982 et les gendarmes diront à la famille d'enregistrer les appels en fait pour du coup essayer de trouver qui c'est, pour avoir plus d'informations sur cette personne qui du coup est totalement anonyme, mais proche de la famille visiblement. Faut savoir que ce fameux corbeau ne s'arrêtait pas seulement à des appels, étant donné qu'un soir, Jean-Marie Villemain et Christine ont retrouvé une vitre de leur maison brisée, et un autre jour, leur pneu crevé. Au début des appels, du coup suite à la plainte, les gendarmes vont d'ailleurs conseiller à Jean-Marie Villemain d'appeler des personnes qu'il pourrait soupçonner d'être le corbeau, et c'est ce que Jean-Marie va faire, dans le but de reconnaître la voix du fameux corbeau. Une nuit, vers 2 h du matin, Jean-Marie va d'ailleurs appeler un certain Roger Jacquel, le beau-père de son frère Jackie, un prénom que on vous mettra les lettres en photo. C'est un prénom que l'on revoit souvent dans les lettres du fameux corbeau qui dit que Jackie est tout le temps mis à l'écart de la famille. Le 24 avril 1983, Jean-Marie Villemain va recevoir un appel du corbeau à son entreprise où il travaille, du coup à Autocoussin en tant que contremaître, et celui-ci dira « Et je t'ai reconnu l'autre fois au téléphone à 2 h du matin ». Et ce à quoi Jean-Marie répondra « Arrête de te faire passer pour Roger ». Le corbeau, soupçonnant d'être du coup à l'écoute, va commencer à envoyer des lettres de menaces, principalement aux parents de Jean-Marie Villemain. Il en écrira au total 5, dont 2 qui seront après la mort de Grégory. Il faut savoir que la dernière des lettres, on n'est pas vraiment sûr que ce soit vraiment le corbeau. On pense que ça pourrait peut-être être une blague un peu macabre de quelqu'un qui voudrait s'approprier plus ou moins l'histoire du corbeau. Les lettres montrent d'ailleurs que seul un proche de la famille pourrait les écrire, et donc être le meurtrier du petit Grégory. L'une des dernières lettres reçues le 17 octobre 1984 à Jean-Marie Villemain lui dira, attention, « J'espère que tu mourras de chagrin le chef, ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils, voilà ma vengeance, pauvre con ». La lettre a donc été postée à l'Épanche sur Vologne, le jour du meurtre, à peu près vers 17 h 15, du moins c'est ce que donne la levée par la poste. On y reviendra d'ailleurs un petit peu plus tard, mais il faut savoir que Christine Villemain, la mère de Grégory, va d'ailleurs être accusée d'avoir posté cette fameuse lettre. Concernant l'enquête, il faut savoir déjà un point essentiel, c'est qu'elle est remplie d'erreurs judiciaires, mais on va pas tout détailler parce que honnêtement la vidéo va être ultra longue.
donc on va dire ce qu'on a trouvé le plus important à dire, et le reste, comme d'habitude, vous pourrez tout retrouver en barre d'infos. Premièrement, l'autopsie qui s'est déroulée le lendemain des faits ne montrera aucune violence sur le corps de Grégory. Et du coup, on reprochera à cette autopsie d'être un raté médico-légal étant donné qu'elle a été bâclée totalement et qu'il manquera plein de choses. Le juge avait d'ailleurs ordonné au médecin médico-légal de procéder à tout prélèvement en vue d'une expertise, mais ça n'a jamais été fait. Durant les premières investigations, le colonel Antoine Argout désignera Jackie Villemain comme étant l'auteur de ces lettres anonymes, celles du corbeau. Sauf que ça sera vite mis hors de cause étant donné que Jackie Villemain aurait un alibi en béton, mais on ne sait pas du tout ce que c'est, il n'a jamais été dit, et du coup il serait mis hors de cause de ces fameuses lettres. Pour essayer de retrouver l'auteur de ces lettres, le 18 octobre, 140 personnes, proches et familles Villemain seront forcés de faire une dictée pour essayer de reconnaître l'écriture de ces fameuses lettres. Le 22 octobre est diffusé un premier portrait robot de quelqu'un qui aurait rôdé autour de la poste ce fameux soir du crime. Il aurait environ 40 ans et il ferait 1,80 m, forte corpulence, des lunettes et des cheveux châtains mi-longs. Ce même jour, les gendarmes reçoivent un premier coup de téléphone de ce qu'on appelle un témoin spontané qui s'appelle Marie-Ange Laroche et qui a un appel depuis un café. Cet appel proviendra d'un café et les gendarmes trouvent ça ultra bizarre parce que ça vient même pas du domicile de ce fameux témoin. Ce fameux témoin insistera sur des doutes concernant Jackie Villemain et sa femme Liliane, puis aussi sur les Hollard qui sont des parents éloignés de la famille Villemain. Marie-Ange Laroche, qui du coup est très douteuse pour les gendarmes, sera placée en garde à vue histoire de vérifier son emploi du temps et ensuite ils s'en prendront à son mari, Bernard Laroche, qui lui subira juste un interrogatoire. Le 24 octobre, Christine et Jean-Marie Villemain se constituent partie civile, ce qui leur donne en fait un accès total au dossier de l'histoire du petit Grégory. Le lendemain, le 25 octobre, les gendarmes de Bruyères vont faire une première reconstitution de ce qui s'est passé, donc lors du meurtre, à l'aide d'un mannequin qui ressemble au petit Grégory, et ils vont en conclure qu'il a été jeté derrière une caserne de pompiers, vers le centre du village de Decelles. Le 26 octobre, un deuxième portrait robot va être diffusé grâce à un patron de bar de Decelles qui va dire qu'il a vu quelqu'un avec des favoris, une moustache qui avait l'air très louche. En gros, il était venu prendre sa bière qu'il avait déjà payée d'avance et en plus, il regardait énormément l'heure. Il est parti à peu près vers les heures du crime, puis est revenu juste après. Il faut savoir que le premier portrait robot a donc été annulé parce que la personne qui ressemblait au portrait robot est arrivé et s'est dénoncé à la police en disant que c'est lui sur la photo mais qu'il n'a vraiment rien à voir avec le meurtre et a été mis hors d'état de cause. Le 30 octobre, suite aux dictées faites pour trouver qui aurait pu être le corbeau, les spécialistes déclarent que ça pourrait être Bernard Laroche et du coup avec sa femme ils vont être mis tous les deux en garde à vue dès le lendemain, le 31 octobre. Mais malheureusement, ayant eu aucun aveu et ayant des alibis, ils ont été relâchés le lendemain. Bernard explique que comme alibi, pendant le moment du meurtre, il était parti chez sa tante, Louisette Jacob, afin d'y retrouver Muriel Boll. Muriel Boll, elle, va soutenir Bernard Laroche en disant qu'il s'était bien vu, sauf que, petit problème, ils vont se rendre compte que tout n'est pas vraiment concordant dans les deux versions. Par exemple, Bernard va dire que quand il est arrivé, Muriel était déjà là, et Muriel, dans sa version, va expliquer qu'elle l'a retrouvé là-bas. Ensuite, il y a eu un énorme quiproquo. Le jour-là, Muriel dit qu'elle est rentrée en autocar chez elle, sauf que des camarades vont dire qu'ils ne l'ont pas du tout vue le jour-là. Il faut savoir qu'elle va aussi donner une description d'un chauffeur de bus qui est là habituellement, sauf que le mardi c'était quelqu'un en emplacement, du coup ce n'était pas le bon chauffeur. De plus, des témoins ont vu qu'elle serait partie dans une Peugeot 305, la même que Bernard Laroche, et du coup qu'il serait venu la chercher au collège. Du coup, confrontée à tous ces événements, Muriel va commencer à parler. Elle va donc expliquer aux gendarmes que Bernard Laroche serait venu la chercher du coup au collège avec son fils, à Bernard Laroche, Sébastien, qui a le même âge que Grégory. Ils se seraient ensuite arrêtés à une maison vers l'Épan-sur-Vologne et ils auraient embarqué un enfant à peu près du même âge que Sébastien, du coup le fils de Bernard Laroche. Elle explique du coup qu'ils sont partis dans un coin de Decelles, qu'à un moment Bernard se serait arrêté, aurait pris le petit garçon avec lui, mais il ne serait jamais revenu avec. Les experts en écriture vont d'ailleurs dire que l'écriture de Bernard ressemble énormément à celui du corbeau, mais encore une fois, cette preuve ne sera pas retenue car il y a eu une erreur de procédure judiciaire. Cette erreur judiciaire est d'ailleurs encore été commise par le juge Jean-Michel Lambert qui n'a fait que des erreurs pendant cette enquête. Les gendarmes vont d'ailleurs découvrir que sur la dernière lettre écrite par le corbeau, il y a les initiales LB,
qui peuvent du coup faire penser à Laroche-Bernard, qui ont été transcrites sur un bout de page, mais encore une fois, cette preuve n'a pas pu être retenue à cause d'une erreur judiciaire. Le 5 novembre, Muriel va réitérer ses aveux devant le juge Lambert, qui du coup, lui, va lever sa garde à vue sans prendre aucune précaution. Elle va rentrer chez elle sans se douter que, peut-être, sa famille va vouloir s'en prendre à elle afin qu'elle change sa version. Suite à ça, Bernard Laroche, qui a donc été inculpé du meurtre du petit Grégory, va de suite être arrêté sur son lieu de travail. Mais le lendemain, Muriel va se rétracter en disant que ce sont les gendarmes qui l'ont forcé à parler et que, étant jeune, ils ont pu faire une pression sur elle. Elle déclara d'ailleurs aux journalistes que « Ils m'ont traité de menteuse, ils ont insisté, ils m'ont demandé pourquoi c'était lui, Laroche, qui était venu me chercher. Je disais que ce n'était pas vrai et l'un d'eux m'a lancé « Toi, t'as couché avec Laroche ». J'avais peur, j'ai dit ce qu'il voulait, si je ne signais pas, il me menaçait de m'envoyer en maison de correction. » Quelques mois plus tard, le 4 février 1985, le juge ordonnera la mise en liberté de Bernard Laroche, alors que le ministère public n'était pas du tout d'accord, mais lui pourra retourner à son petit travail et à son petit train-train quotidien. Le même jour, Jean-Marie Villemain dira quelque chose qui, je pense, va se retourner contre lui. Devant les journalistes, il dira que dès que Bernard sortira du travail, Jean-Marie ira le tuer. Quelques jours après un dépôt d'expertise en écriture, qui du coup impute à Christine la lettre de revendication du crime et qui la fait passer pour principal suspect, Jean-Marie Villemain, son mari, va commettre l'irréparable. Le 29 mars 1985, vers 13h15, Bernard rentre avec sa femme et son fils dans le garage de leur domicile à Aumonzey. Jean-Marie Villemain, le cousin de Bernard, se dirigera vers lui avec un fusil. Bernard déclare à Jean-Marie Villemain qu'il n'a pas tué son gosse, et Jean-Marie Villemain va lui tirer dessus. Donc Bernard va mourir suite à une balle qu'il aura reçue dans la poitrine. Sa femme, Marie-Ange, qui au préalable avait demandé une protection judiciaire pour son mari par les gendarmes, réussira à obtenir une condamnation de l'État qui du coup n'aura absolument pas protégé son mari Bernard vu que Jean-Marie Villemain l'aura tué. Après 33 mois en détention, Jean-Marie Villemain sera libéré le 24 décembre 1987. Il sera donc placé sous contrôle judiciaire dans l'Essonne avec ses 3 fils et sa femme et il va se reconvertir niveau travail, je parle dans l'immobilier. Il sera jugé pour le meurtre de Bernard en 93. Le procès durera 6 semaines et il sera condamné à 5 ans de prison avec 1 an de sursis. La peine prononcée étant couverte par la détention préventive, mais il faut savoir que comme je l'ai dit juste avant, il avait déjà passé 33 mois en prison. Le jugement a été très clément en raison des dysfonctionnements exceptionnels qu'il y a eu de l'instruction conduite par Lambert, ce qui validerait de manière implicite la participation de Laroche dans le meurtre du petit Grégory. Après le meurtre, Christine va se réfugier chez sa grand-mère à Petit-Mont, donc là où elle est née, et Jean-Marie Villemain va être transféré en attendant à la prison de Saverne pour du coup se rapprocher de sa femme. Des rumeurs dans les Vosges vont courir comme quoi ce serait la mère du petit Grégory, donc Christine, qui serait le fameux corbeau et qui aurait assassiné son propre fils. D'ailleurs, 4 collègues à elle vont dire à la police qu'ils l'auraient vu ce soir-là, près de la poste, aux alentours de 17h15, là où la dernière lettre aurait donc été postée. Le 5 juillet 1985, le juge Lambert va inculper Christine d'assassinat et encore une fois, contre l'avis du parquet, il va la mettre en détention provisoire. Il va y avoir plusieurs éléments à charge, tels que une expertise en écriture la désignant comme pouvant être le corbeau, la remise en cause de son emploi du temps par la nounou, Christine Jacot, ainsi que des cordelettes identiques à celles ayant servi à ficeler Grégory, retrouvées dans le garage de la maison familiale. Il faut savoir que le même jour, Christine Villemain, qui était à ce moment-là enceinte de 6 mois, va protester et va se mettre en grève de la faim avec son mari, afin de protester à toutes ces accusations. Le 16 juillet, la chambre d'accusation de Nancy, sur instruction du procureur, qui a relevé l'insuffisance des motifs pour mise en détention provisoire, laissera Christine Villemain en liberté provisoire. Suite à ça, une longue série d'incidents s'en suivra. Violation multiple du secret de l'instruction par Jean-Michel Lambert, donc le juge, ainsi que les avocats de Laroche, atteinte à la vie privée des Villemain, parti pris de la presse, manque de précaution de la part des enquêteurs dans la collecte des indices, indécision des magistrats, rivalité exacerbée entre la police et la SRPJ, impéritie et négligence répétée du juge d'instruction, autopsie stoppée à la demande du capitaine Étienne Sesma, par souci de rendre le corps de l'enfant le plus présentable possible à ses parents. Ce qui montre bien au final que l'histoire a vraiment été bâclée par tous ceux qui s'en ont occupés, autant que ce soit par les policiers,
par le juge ainsi que Même les journalistes, les témoins, tout ça. C'est vraiment une histoire qui a eu énormément d'erreurs judiciaires. Le 30 septembre 85, Christine Villemain donnera naissance à son fils Julien. Et à peine 20 jours après, le 22 octobre, suite à 9 heures de confrontation avec le juge Lambert, une nouvelle reconstitution se passera à l'épanche. Les parents de Grégory vont écrire une lettre au président de la République de ce temps-là, donc François Mitterrand. Ils vont demander à ce président de dessaisir le juge Lambert de cette affaire. Et le président va mettre fin à cette instruction du coup en avril 86. Les parents de Grégory porteront également plainte contre Muriel Boll, qui apparemment aurait eu une part très active dans cet enlèvement, étant donné qu'elle aurait apparemment injecté de l'insuline au petit Grégory, ce qui l'aurait plongé dans le coma. Et il faut savoir que ça aurait été facile pour elle de s'en procurer, étant donné que sa mère était diabétique et que l'insuline est pour le traitement des personnes diabétiques. Le 9 décembre 1986, Christine Villemain est envoyée à la cour d'assises des Vosges. Le 17 mars 87, la cour de cassation annule ce renvoi en raison de diverses violations des règles de procédure commises au cours de l'instruction quand c'était le juge Lambert qui dirigeait cette affaire. Cette décision va faire perdre des centaines de pages du dossier du petit Grégory et cette enquête va être refoulée à la cour d'appel de Dijon en Côte d'Or. Suite à cette affaire, les pouvoirs publics vont créer la section de techniques d'investigation criminelle qui s'appelle à présent l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie. Et finalement, le 3 février 1993, Christine Villemain bénéficiera d'un non-lieu, du coup elle sera totalement innocentée si j'ai envie de dire pour cette affaire et du coup on pense maintenant que ce n'est pas elle qui a tué son fils. Le 25 novembre 1999, les parents du petit Grégory, donc Jean-Marie et Christine Villemain, vont demander la réouverture de l'enquête par les avocats afin de refaire des tests ADN puisque la science a depuis évolué. C'est alors que le 19 avril 2000, le procureur de Dijon va ordonner la réouverture du dossier qui s'était terminé sur un non-lieu. Ils vont donc vouloir analyser de l'ADN qui a été sur l'un des timbres, sur l'une des lettres envoyées par le corbeau. Malheureusement, puisque cette lettre est passée entre foule de mains depuis et que c'est une enquête relativement quand même assez vieille, mais ils n'ont pas pu coordonner l'ADN avec les principaux accusés. Le 11 avril 2001, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon estime qu'il n'a pas lieu de poursuivre quiconque dans cette affaire et clôt par un arrêt de non-lieu l'affaire du petit Grégory qui ne pourra être rouvrir que 10 ans après, soit le 11 avril 2011. Lors de cette enquête, il faut savoir que l'État va être condamné à multiples reprises, dont de verser 35 000 € aux parents Villemain pour indemnité concernant des fautes lourdes. Comme dit, l'enquête a vraiment été bâclée de tous les côtés. Également, Jean-Marie Villemain sera réhabilité en 2008, ce qui est très bien pour lui, sachant que la même année, la cour d'appel de Dijon va décider donc de quand même rouvrir ce dossier. Le 22 octobre 2009, dans des laboratoires de Lyon, ils vont retrouver de l'ADN correspondant à 2 personnes différentes, un homme et une femme. Ils vont donc retrouver cet ADN sur l'un des courriers adressés à Albert Villemain en 89. Je rappelle que Albert Villemain est le père de Jean-Marie Villemain, donc le grand-père du petit Grégory. Et c'est une lettre qui a été adressée 9 mois après les faits du meurtre du petit Grégory. Les 2 ADN ont été confrontés aux ADN des parents de Grégory, mais ils ont été totalement mis hors de cause. On est sûr que ce n'est pas leur ADN qui se trouve sur ce timbre. Pendant de longues années, comme vous le voyez, l'enquête a été fermée, puis rouverte, puis refermée, puis rouverte. Et au final, même malgré tous les tests ADN, on n'est jamais capable de pouvoir mettre une personne en évidence. Car effectivement, toutes les preuves ont été manipulées un nombre de fois inimaginable et pas toujours dans les bonnes façons. Et du coup, les scellés étaient souvent en mauvais état. Mais c'est alors que, nouveau rebondissement, en 2017, 2 membres de la famille vont se retrouver en garde à vue. Marcel et Jacqueline Jacob. Ils seront soupçonnés du meurtre, sachant déjà que Jacqueline aura une écriture similaire à une des lettres du corbeau. En 2017, ils sont mis en examen pour enlèvement, séquestration suivie de mort et ils seront mis en détention provisoire. Le procureur expliquera qu'il y avait en fait un couple de corbeaux et que certaines lettres auraient été rédigées par Jacqueline. Le terme de chef qui figure dans la lettre de la revendication du meurtre aurait déjà été mentionné en 82 par Marcel lors d'une confrontation avec Jean-Marie Villemain. Lors de cette altercation, Marcel aurait dit « Je ne serre pas la main à un chef ». Le couple, faut savoir qu'il est un petit peu étrange et après une séparation, Jacqueline serait du coup revenue vers son conjoint en disant « Je n'ai pas le choix, il me tient ». La fille de Marcel va d'ailleurs témoigner qu'elle a énormément vu son père espionner la maison de Albert Villemain et Monique, donc les parents
de Jean-Marie Villemain qui ont reçu énormément de lettres de la part du Corbeau, sachant que d'ailleurs plus d'une fois le Corbeau les aurait appelés en disant « Est-ce que Albert est rentré à la maison ?» Monique a répondu « Non » et le Corbeau a répondu « Tu te fous de moi, je l'ai vu il y a 5 minutes ». Elle rajoutera d'ailleurs que le jour du meurtre, Marcel, son père, a énormément posé 2 questions par rapport à la mort du petit Grégory et voulait savoir ce qui se passait plus ou moins dans l'enquête. Ils sont remis en liberté sous contrôle judiciaire contre l'avis du parquet, encore une fois, qui voulait les garder en détention. En 2018, l'expert Christine Navarro déclare Monique Villemain comme autrice de plusieurs lettres, dont une de 6 pages envoyée au juge Lambert. Ces lettres accusent Muriel Boll de s'être bien trouvée dans la voiture de Laroche avec Seb et Greg le jour du meurtre. Mais celle-ci est morte en 2020 suite au Covid-19. Dans un entretien téléphonique entre l'infirmière qui s'occupait des injections d'insuline de Muriel Boll avec Jean-Marie Villemain, appel que d'ailleurs Jean-Marie aura eu la bonne idée d'enregistrer, celle-ci confiera que Muriel avait fait des confidences sur la tombe de sa mère et qu'elle était bien avec Bernard le jour de la mort de Grégory, mais s'était rétractée suite à un lynchage familial. Le fameux jour, elle a été libérée de sa garde de vue, était rentrée du coup dans sa famille et où le lendemain, comme par hasard, elle s'était rétractée face à ces accusations contre Bernard Laroche. D'ailleurs, en 2017, toujours, le juge Lambert, qui s'était occupé pendant de longues années de l'affaire Grégory, va se suicider en laissant un mot déclarant de ne plus avoir la force de se battre après cet énième rebondissement et proclame une énième et dernière fois l'innocence de Bernard et laisse entendre qu'à ses yeux, c'est Christine Villemain la coupable. En se suicidant ce jour-là, il faut savoir que des carnets intimes d'un autre juge qui s'était occupé de l'affaire a été mis sur BFM et celui-ci déclare « On reste confondu devant les carences, les irrégularités, les fautes, les dissimulations de preuves ou le désordre intellectuel et peut-être simplement matériel du juge Lambert. Je suis en présence de l'erreur judiciaire dans toute son horreur, celle qui peut conduire un innocent ou une innocente à la plus épouvantable condamnation. L'erreur judiciaire, cela existe, je le sais maintenant. » Le juge s'appelait Maurice Simon et ses écrits datent du 14 septembre 1988. Pour l'instant, le coupable du meurtre du petit Grégory demeure toujours inconnu et il faut savoir que cette histoire, en 30 ans, elle a eu énormément, mais vraiment énormément de rebondissements. Même nous, là, on n'a pas tout dit et je pense que la vidéo est déjà assez longue. Si vous voulez vraiment plus d'informations et de détails, on vous conseille grandement de regarder le reportage sur Netflix. Encore une fois, on s'en inspire beaucoup, mais c'est des reportages qui sont vraiment complets. Il sera dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et il faut savoir que encore aujourd'hui, l'enquête a de nouveau été ouverte afin de chercher encore des preuves ADN. On ne sait toujours pas ce qu'il en est. On cherche encore, ça fait 36 ans que l'enquête est là, les parents sont toujours tout autant désemparés. Et malheureusement, je pense qu'on ne trouvera jamais le coupable, même si on est beaucoup à avoir énormément de théories. Et sûrement qu'on ne trouvera peut-être jamais le coupable, peut-être qu'il est déjà mort, on ne sait pas. Mais j'espère un jour qu'on pourra trouver le coupable, afin ne serait-ce que de pouvoir réduire la peine des parents Jean-Marie et Christine Villemain. On espère que la vidéo vous a plu. On sait qu'on a un peu lu, mais on a énormément de notes. Il faut savoir qu'elle a écrit la vidéo pendant 4 heures. Donc les notes sont immenses, c'est pour ça qu'on n'a pas tout dit. Si jamais la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est ultra important. Mettez un petit like, n'hésitez pas à partager aux gens qui sont au courant de cette affaire et qui veulent en savoir plus. Et encore une fois, je vous conseille vraiment d'aller voir le reportage sur Netflix. Et faites attention à vos enfants. C'était Murders Explained, on se retrouve samedi 19 h pour une nouvelle vidéo. Salut!